Bonjour, nous voici réunis de nouveau pour parler spécifiquement d'un auteur qui aura marqué le XXe siècle, Howard Philip Lovecraft. Je ne vais pas faire une bio détaillée pour parler de cet auteur, mais l'aborder avant tout sur la manière qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est-à-dire l'angle de la science-fiction. Ce qui peut étonner quand on évoque Lovecraft, c'est à quel point son nom est connu, et une partie de son œuvre, alors que pourtant peu de gens ont finalement lu son œuvre. Rappelons qu'il n'a pas connu le succès de son vivant, il est mort pour ainsi dire dans l'anonymat. Il ne doit la diffusion de son œuvre qu'à des passionnés qui ne cesseront de rééditer ses récits. Des récits qui ne seront jamais des best-sellers, mais qui au fur et à mesure vont se distiller dans notre culture, vont être adaptés, avec plus ou moins de fortune sur divers supports, et surtout inspireront directement ou indirectement plusieurs générations d'autres créateurs. En effet, vous qui m'écoutez, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas lu Lovecraft. Par contre, il est déjà plus probable que vous ayez joué à des jeux vidéo inspirés par son univers, directement ou indirectement à nouveau. On peut parler d'Alone in the Dark, qui référence beaucoup l'œuvre sans en être directement inspiré, tandis que d'autres jeux, dont le récent Call of Cthulhu, bien sûr inspiré par le jeu de rôle éponyme, se placent directement dans l'univers de Lovecraft. Des tas d'auteurs, à divers degrés, se sont inspirés de cette œuvre. La référence est parfois très visible, parfois très indirecte. Beaucoup diront qu'Alien ou The Thing sont des films Lovecraftiens. L'héritage direct n'est pas toujours évident à prouver. Mais il est certain que par les histoires qu'il raconte, par l'ambiance d'horreur cosmique, par les thèmes abordés, et même par le déroulement des récits par moments, ou les influences artistiques ayant participé à la création des œuvres, il n'est pas incohérent d'y voir des rapprochements avec l'œuvre de Lovecraft. Quoi qu'il en soit, les œuvres qu'il a inspirées sont légion. Mais surtout, ce qui est intéressant chez l'auteur, c'est qu'au-delà de créer des récits marquants, il sera surtout le créateur d'un lore renouvelant totalement le genre. Il a eu une vision du fantastique totalement modernisée, dans laquelle il a remplacé la magie et les créatures ancestrales par un savoir nous dépassant, un savoir terrifiant tant les conséquences horrifiques qu'elle laisse entrevoir sont infinies. Pour réussir cela, il dut faire le pont entre le fantastique traditionnel, gothique, hanté de loups-garous, de ghouls, de fantômes et autres vampires, enfin toutes les créatures fantastiques traditionnelles, et les incroyables découvertes scientifiques de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Rappelons que ce fut une époque scientifique foisonnante. À cette époque, on bouleversa totalement la vision du monde et la place de l'homme dans celui-ci. On peut dire qu'il eut l'avantage de naître à une époque charnière. Pour être précis, il naquit en 1890 à Providence, aux USA. Il grandit dans une culture classique anglo-saxonne, il faut le dire imprégnée d'anciennes valeurs, et fut biberonné au récit gothique. Rappelons qu'il fut passionné d'Edgar Allan Poe, dont il gardera l'ambiance fantastique qui influencèrent particulièrement ses premiers récits, mais cette éponge de savoir, passionnée par les découvertes scientifiques de son époque, s'en imprégnera pour créer un tout nouveau type de fantastique, qui aujourd'hui encore reste un maître étalon du genre. Il fit d'ailleurs tellement preuve de créativité qu'il inspira même les pseudo-archéologues et autres vendeurs de mythes en mal d'imagination. Donc Lovecraft grandit à Providence. Son environnement était totalement marqué par la culture et les traditions anglaises, qui étaient bien sûr très conservatrices. Apparemment, il fut un enfant fragile, caractériel. De ce fait, il fréquenta peu l'école. On l'éduqua principalement à la maison, du moins jusqu'à ses 14 ans. Lorsqu'il était enfant, le grand-père de Lovecraft, qui était amoureux de littérature et écrivain amateur à 16 heures, lui transmit sa passion. Et on peut imaginer l'influence que cela eut sur un tout petit enfant. À côté de cela, Lovecraft, déjà passionné de science et particulièrement d'astronomie, s'amusa même à 5 ans à créer The Scientific Gazette, une revue qui atteindra le tirage modeste de 5 exemplaires. On imagine bien sûr que cela reste un amusement d'enfant, mais on peut quand même déjà y voir une certaine précocité, et la manière dont il lia très tôt la science et l'écriture. J'aurais tendance à penser qu'heureusement que ce petit garçon avait déjà plein de passion, car alors qu'il a seulement 6 ans, il perd sa grand-mère, et son père a 8 ans. Il faut dire que ce dernier était interné pour démence depuis 2 ans. Vous imaginez l'ambiance. Pour les connaisseurs de Lovecraft, on peut facilement imaginer la manière dont ses malheurs, vécus si jeunes, influencèrent ses récits. D'ailleurs, on peut remarquer que les mêmes années que ses 2 deuils, il écrira ses 2 premiers récits. Des récits simples, mais démontrant déjà une certaine maturité vu son âge. Cela témoigne peut-être, déjà très tôt chez lui, d'un besoin de s'évader à travers l'imaginaire afin de mieux supporter un monde déjà si cruel. Puis les années passent, et ses passions ne faiblissent pas. Ainsi il écrit, et s'imprègne de savoir en abondance. Mais hélas, le destin le frappe à nouveau. Ainsi en 1904, il est de nouveau déchiré par la perte de son grand-père. L'adolescent qui est alors Lovecraft tombe dans une profonde déprime. Cela le conduira même à des pensées suicidaires. Heureusement, ses passions lui redonnent le goût de vivre. Et les récits, poèmes, essais ou autres articles s'enchaînent. On peut dire qu'il aime définitivement écrire au moindre prétexte, écrire sur tout ce qui l'intéresse. Et le jeune homme s'intéresse à tant de choses. Il finit par publier des chroniques scientifiques dans divers journaux, alors qu'hélas, sa scolarité est un échec à cause des mathématiques qu'il n'arrive pas à maîtriser, lui qui se voyait déjà scientifique. On peut imaginer son désarroi, mais l'écriture est toujours là pour lui donner envie d'avancer, et il n'hésite jamais à prendre sa plume pour s'exprimer. Il sera ainsi remarqué lors d'un échange épistolaire en 1914 avec un magazine de l'époque, alors qu'il émet des critiques sur un auteur en vogue. On l'invite alors à rejoindre l'United Amateur Press Association, pour son plus grand plaisir. Lovecraft est ravi, il prend son rôle tellement à cœur qu'il devient même président de l'association en 1917. À la même époque, il publiera pour la première fois des poèmes et des essais, créant même son propre fanzine, The Conservative, avant de publier pour la première fois professionnellement en 1919 sa nouvelle Dagon. Écrit en 1917, Dagon est l'archétype même de nombre de ses récits, et d'une certaine manière l'embryon de l'appel de Cthulhu. Elle ouvre la porte à toutes ces histoires où un mal ancestral, qui deviendra même céleste au fur et à mesure de ses récits, fait peser une menace insidieuse et écrasante à une humanité complètement désarmée, voire même totalement futile, et où la folie semble le seul refuge. Dagon est une histoire prototype, elle annonce tout un pan primordial de l'œuvre de Lovecraft alors en pleine évolution.
La période qui suit est abondante en termes de créativité, et il débute l'année 1919 avec l'écriture de Par-delà le mur du sommeil, une nouvelle où un homme quasi sauvage, simple d'esprit, devient dans son sommeil une entité cosmique. Pour découvrir cela, le médecin s'occupant de lui crée une machine télépathique pour lier leurs esprits. Ainsi donc, à travers ce récit se rejoignent à la fois l'héritage fantastique de Lovecraft et sa passion pour la science. Là où d'autres auteurs auraient simplement lié les deux êtres par la magie, voire la médiumnité, qui était en plus très en vogue à l'époque du récit, Lovecraft invente une machine bien sûr mue par la science. Il utilisera d'ailleurs un principe similaire l'année suivante avec l'écriture de la nouvelle de l'au-delà, où une machine électrique sera utilisée pour percevoir au-delà de nos sens. On peut voir au fur et à mesure de l'évolution de ces récits qu'un schéma typiquement Lovecraftien se met en place. Il n'a pas établi de plan pour cela, il imprègne simplement ses nouvelles de ce qui le passionne, et ainsi, au fur et à mesure, de récit en récit, cela crée un univers qui s'il n'est totalement cohérent, n'en est pas moins lié par ses figures et ses thèmes récurrents. Hélas, la même année, notre jeune auteur se retrouve encore lourdement accablé quand sa mère entre à l'hôpital, par suite d'une santé mentale totalement déclinante. De nouveau, la folie pèse sur la vie de Lovecraft. Sa mère décédera 2 ans plus tard, durant une année ponctuée d'autres épisodes charnières de sa vie et de son œuvre, car si son univers fantastique personnel continue de prendre forme, avec entre autres la première mention de l'arabe fou Abdullah Hasred, auteur du futur Necronomicon, c'est également cette année qu'il rencontrera Sophia Green, sa future épouse, et apparemment seule véritable relation féminine de sa vie, hormis les femmes de sa famille. Vers la fin de l'année 1921, il entame un récit plutôt morbide, connu par les amateurs de l'horreur car adapté au cinéma avec succès en 1985 par le réalisateur Stuart Gordon, Herbert West, réanimateur. L'horreur et la science vont de nouveau faire bon ménage dans une histoire dans la lignée de Frankenstein. Frankenstein, bien sûr, est un récit précurseur dans le mélange de science-fiction et de fantastique. C'est même une œuvre de science-fiction, mais elle fut écrite à une époque où ce terme n'existait même pas. Cette nouvelle nous raconte les mésaventures d'un médecin ayant créé un sérum permettant de revenir d'entre les morts. Bien sûr, vous reconnaîtrez ici un archétype d'un tas de récits du même genre qui séviront pendant des décennies, jusqu'à nos jours même, et ceci à travers tous les supports existants. On remarquera que de nouveau, Lovecraft, pour créer son horreur, n'utilise pas un procédé magique, mais un sérum, une création scientifique donc, donnant à ce récit un ton qui aurait été très différent par l'utilisation d'un procédé fantastique. Imaginez que la science et le savoir peuvent ressusciter les morts, dépasser la vie, au-delà de l'horreur contenue dans le récit lui-même. On peut dire que Lovecraft crée un récit aux implications modernes. Là où dans un récit fantastique standard, on active surtout des peurs primaires, Lovecraft, tout en jouant bien sûr sur ses ressorts, nourrit également son récit de toutes les implications qu'amène la possibilité de ressusciter les morts, de faire des expériences sur eux. Il explore ainsi de nouveaux territoires de la terreur, et je pense qu'on peut dire qu'il prend un certain plaisir à faire cela. L'année qui suit est un grand bouleversement pour Lovecraft. Il voyage, il découvre New York, il rencontre plein d'autres auteurs qu'il ne connaissait que par leurs échanges épistolaires. Et surtout, il découvre l'amour. Et l'aboutissement de ce grand changement dans sa vie sera son mariage le 3 mars 1924 avec Sonia Green, et son emménagement avec elle à New York. C'est également l'année où il a commencé à prêter sa plume pour des personnes ayant des moyens financiers, mais pas son talent. Moyen comme un autre de gagner sa vie avec son don d'écriture, Lovecraft gagne trop peu pour aider Sonia, dont la boutique fait faillite, et celle-ci tombe en dépression. Elle doit quitter New York pour un nouveau travail. Il reste ainsi seul, à affronter la jungle urbaine de New York et tous ses potentiels dangers, ce qui le soumettra à une épreuve morale très difficile. En 1925, Sonia revient pour quelque temps à New York, mais Lovecraft accuse le coup. Les réalités du quotidien ont fini par peser sur lui. Et si l'écriture reste toute sa vie, sa plume ne lui rapporte pas assez pour subvenir à ses besoins. Ses récits de l'époque, sombres, cauchemardesques, transpirent son état d'esprit. Et finalement, en 1926, c'est le retour à Providence, et l'écriture de son plus célèbre récit, L'appel de Cthulhu. On peut dire que cette fois la mutation est achevée. Sa créature n'est pas un monstre surnaturel. Il n'est pas un dieu terrien. Il crée ainsi un être au-delà de notre monde, lui donnant une puissance cosmique incommensurable. On peut dire que Lovecraft a désormais intégré tout ce que la science a pu implanter dans son imaginaire. Cela fait plusieurs décennies que la recherche a complètement bouleversé la place de l'homme dans l'univers. L'univers lui-même devenu infini, parsemé de milliards de mondes possibles. Les échelles, les énergies en jeu, les lois physiques derrière tout cela ont chamboulé notre réalité tangible. Lovecraft s'est rendu compte que nous ne sommes rien face à tout cela. Ainsi, en affrontant Cthulhu et ses consorts, l'homme affronte la réalité d'un univers démesuré, face auquel nous ne sommes à peine que des grains de poussière. Les héros de Lovecraft, en découvrant les secrets du monde, tels des scientifiques découvrant la réalité derrière le monde observable, découvrent des vérités si bouleversantes que la folie attend la plupart des protagonistes. J'imagine facilement Lovecraft parcourant des articles de science parlant de gravité, de relativité, d'expansion de l'univers, de milliards d'années, d'évolution, d'infini, d'autres dimensions. Et bien qu'il fût certainement très passionné par tout cela, il y avait forcément des retentissements dans son esprit de simple humain, surtout avec son imaginaire, face à ces immensités et ces implications si difficiles à concevoir. Et c'est bien à mes yeux l'un des aspects terrifiants de son œuvre, à quel point l'homme est remis à sa place si insignifiante dans l'univers. Finalement, notre destin n'est ni noble ni grandiose, nous survivons autant que possible, tout simplement, et aucun dieu bienveillant ne nous apportera le moindre salut. Il n'y a pas de paradis, loin de là. Lovecraft a intégré tout cela dans ses récits, et bien que l'enveloppe ait toujours hérité des récits plus classiques, le fond est désormais résolument contemporain. La magie a définitivement fait place à la science, même si bien sûr, dans les usages, c'est-à-dire dans la manière dont cela apparaît dans les récits, les deux peuvent se ressembler et se confondre. Les années qui suivent restent prolifiques au niveau créatif, mais hélas pas au niveau professionnel. Mais il semble que Lovecraft s'est accommodé à cette vie. Il est resté en bon terme avec sa femme, de laquelle il divorcera d'un commun accord en 1929, chacun continuant leur vie de leur côté.
L'année suivante, il entamera une relation épistolaire avec Robert E. Howard, créateur entre autres du célèbre Conan. Robert E. Howard intégrera ainsi le Lovecraft Circle. C'est un groupe d'auteurs correspondant ensemble s'amusant à intégrer dans leur récit, avec bien sûr l'aval de Lovecraft, des éléments créés par celui-ci, ou s'en inspirant fortement. Ainsi, lorsque vous lisez par exemple les aventures du célèbre guerrier immortalisé au cinéma par Arnold Schwarzenegger, on peut y croiser des noms, des créatures, ou des éléments du lore vous rappelant l'œuvre de Lovecraft. Ainsi, Clark Aston Smith, August Derleth ou encore Robert Bloch, l'auteur de Psychose, firent partir de ce groupe, et tous à leur manière ont bien sûr contribué à l'héritage actuel de l'œuvre de Lovecraft. En 1931, il écrivait 2 autres nouvelles charnières de son œuvre, parmi elles Le Cauchemar d'Innsmouth. C'est un étrange récit d'un homme à la recherche de ses origines, une sorte de vision darwinesque cauchemardesque. À travers ce récit et d'autres lui faisant écho, Lovecraft fantasme sur le changement de paradigme de nos origines qu'apporte la science. Il faut ici oublier les mythologies ou les religions nous faisant à l'image de Dieu ou nous donnant des origines flatteuses. Au contraire, chez Lovecraft on peut vite se trouver une ascendance terrifiante, ce qui bien sûr mélangé à des relents racistes hérités de sa culture conservatrice, donne des récits étonnants et même dérangeants, quand il explore une filiation aussi étrange. Il écrivit la même année un autre récit fondateur, Les Montagnes hallucinées. Dans une pure tradition Lovecraftienne, des explorateurs, des chercheurs, vont se retrouver face à une découverte bouleversante, sans parler de l'horreur concrète qui accompagnera cette découverte, comme d'habitude j'ai envie de dire. Récit plutôt long, quand on le compare aux autres histoires de Lovecraft, il est certainement un des plus aboutis. Il est de nouveau le témoin de la manière dont Lovecraft savait si bien mêler le fantastique et la science-fiction. Cette nouvelle est l'archétype de nombreux récits, dont bien sûr le célèbre The Thing, écrit d'ailleurs quelques années plus tard par John W. Campbell, ou plus récemment du film Prometheus, qui raconte pour l'essentiel la même histoire, à part que cette fois-ci c'est une expédition interplanétaire. Cette histoire est d'autant plus remarquable qu'elle contient la première trace de ce qu'on appellera ensuite la théorie des anciens astronautes. Théorie intéressante, mais totalement dans le domaine de l'imaginaire à ce jour, qui prétend que la vie sur Terre fut créée par une civilisation extraterrestre venue nous visiter. Sans le vouloir, Lovecraft, particulièrement à travers ce récit, fut pillé par les pseudo-archéologues, ou autres révélateurs de secrets mystérieux, qui dans la majorité des cas se révèlent surtout des personnes en mal d'imagination, tout juste bon à s'inspirer d'un auteur prodige, si ce n'est de le copier tout simplement. Ainsi on peut dire qu'en redistribuant les cartes du fantastique, Lovecraft fut si efficace qu'il a même influencé des personnes qui ont détourné son imaginaire pour aller à l'encontre du savoir scientifique qu'il passionnait. C'est donc un héritage indirect et non souhaité, mais qui pourtant a aussi participé à ancrer Lovecraft dans notre culture contemporaine. Et il ne s'en doute bien sûr pas, mais à ce moment de sa vie, il ne lui reste plus que quelques années. Inconscient de ce qui se passe, il écrit, toujours. Après tout, que sait-il faire d'autre? Il voyage quand il peut, car contrairement à certains mythes, ce n'est pas un homme taciturne voulant vivre seul loin du monde. Il adore rencontrer d'autres personnes, il adore échanger, mais il est surtout limité dans ses moyens pour le faire. Il profite malgré tout de la moindre occasion qui se présente. Hélas, le destin n'a pas envie de le laisser tranquille. Et dès 1934, il ressent des douleurs abdominales qu'il attribue à des problèmes digestifs. Finalement, lorsqu'il sera dévoré par la douleur 3 heures plus tard, il finira par consulter. Hélas, il est trop tard. On lui diagnostique un cancer des intestins avancé et il n'y a plus rien à faire. La maladie le ronge déjà en profondeur. Il n'y a plus aucun soin pour changer la situation, à part lui soulager les derniers instants de sa vie. Il décédera en 1937, tel un inconnu. Il faut dire que la plus grande part de son œuvre n'a même pas été publiée au moment de sa mort. Le temps changera cela. Au fil des années, ses récits seront tous publiés, puis republiés, puis republiés. Des tas d'auteurs vont s'inspirer de son œuvre, et petit à petit, mais sûrement, sa créativité sera totalement reconnue. Et surtout, la manière dont il fit basculer le fantastique dans un nouveau champ des possibles, en transformant les forces surnaturelles en puissance cosmique, imprégnera énormément de récits après lui, aussi bien les récits horrifiques que des récits d'autres styles. Aujourd'hui, des tas de films, séries, comics, jeux vidéo, mangas, bandes dessinées doivent quelque chose à Lovecraft. Amusez-vous à rechercher quand c'est la science et non le fantastique qui est à l'origine de l'horreur. Quand ce qui ressemble à de la magie est en vérité de la science. Quand les protagonistes affrontent des créatures d'autres mondes, d'autres dimensions. Amusez-vous à retrouver des éléments, des noms, directement empruntés ou faits pour appeler des éléments de son œuvre. Repérer les dieux cosmiques inspirés par sa mythologie, ou même repérer les soi-disant récits révélateurs de secrets qui ne font que copier ses idées. Et vous vous rendrez rapidement compte à quel point Lovecraft est plus que jamais parmi nous, et comment ces idées ont pris racine pour créer une culture créant la symbiose entre le fantastique et la science-fiction. Voilà, j'espère que cette approche de Lovecraft vous aura intéressé et surtout vous aura donné envie de le découvrir plus. Lovecraft est vraiment un auteur charnière dans l'évolution du fantastique et de la science-fiction, et je ne peux qu'inciter ceux qui ne connaissent pas son œuvre à la lire, à la découvrir, et à se rendre compte de la richesse qu'elle contient. Bien sûr, il n'est pas le seul auteur de l'époque à avertir dans cette voie, mais par la richesse, la qualité de ses récits, il aura intégré notre culture populaire au fil des décennies. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et à une prochaine vidéo.